Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver pour ce webinaire donc du PCN Industrie. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler de constitution de réseaux européens en vue de participer à des projets Horizon Europe. Donc, on est ensemble de 15 heures à 17 heures. Voilà, on pense qu'on a vu un petit peu large, mais il y aura sûrement beaucoup d'éléments à vous partager, notamment un témoignage très intéressant qu'on aura en deuxième partie de webinaire. Juste un petit mot pour vous dire que comme on sera un certain nombre de participants sur ce webinaire, on a ouvert un Slido. Donc, vous avez le lien qui est affiché ici et je pense que Marie-Christine a dû le mettre aussi dans le chat Oui, je vais le mettre. avec le code. Voilà, donc on va le mettre dans le chat. N'hésitez pas à voilà, cliquer sur le lien, rentrer le code et poser toutes vos questions sur le Slido. Marie-Christine va suivre les questions au fur et à mesure. Donc, soit on y répondra à la fin de la présentation côté PCN, soit on fera un gros temps de questions-réponses à la fin de l'atelier. Comme ça prendra en compte à la fois la partie PCN et la partie témoignage. Alors voilà les différents éléments que nous avons prévu de couvrir aujourd'hui. Donc, constituer son réseau européen en vue de participer à des projets Horizon Europe. Donc, l'objectif pour nous, ça sera déjà de vous présenter un certain nombre d'éléments sur poser les bases de sa démarche, identifier son écosystème, se rendre visible, être présent sur le terrain. On vous présentera aussi quelques outils qui nous semblent pertinents de connaître dans le cadre d'une recherche, d'une identification de partenaires clés. Et on fera également un focus sur quelques réseaux en lien avec le montage de projets européens. Et ensuite, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on aura le témoignage de Marie Weiss, la responsable du pôle Europe de l'IRT Jules Verne. Donc, Marie qui a intégré l'IRT il y a plusieurs années maintenant et qui a mis en place une démarche proactive de constitution de réseaux européens. Et Marie nous présentera l'IRT Jules Verne et nous présentera sa démarche de façon très pragmatique et très concrète. Donc voilà, je pense que voilà, ça sera un retour d'expérience très intéressant et très pertinent par rapport à la thématique qu'on vous propose d'évoquer aujourd'hui. Voilà, alors, sans plus attendre, la première partie pour nous, le slide qu'on a intitulé Poser les bases de sa démarche. L'objectif, en fait, pour nous aujourd'hui, c'est de vous présenter, on va dire une méthode, un certain nombre d'outils, un certain nombre de réseaux, un certain nombre de conseils. Mais l'objectif ici, c'est pas d'avoir une liste exhaustive de tout ce qui peut se faire pour avoir une démarche proactive, mais c'est plutôt vous donner des clés qui seront derrière, des clés à adapter à chacun puisque vous travaillez tous dans des structures différentes, avec des objectifs différents, sur des thématiques différentes. Donc, l'objectif ici, c'est de vous donner donc des clés que vous pourrez ensuite adapter à votre propre démarche, à vos objectifs, à vos besoins, puisque pour nous et je dirais pour Marie aussi qui a lancé un gros travail là-dessus et pour n'importe quelle personne qui a lancé cette démarche de construction de réseau, l'idée, c'est vraiment d'abord en première étape de se poser les bonnes questions sur vos objectifs, vos besoins, qu'est-ce que vous souhaitez, mettre en avant? Quels sont les sujets sur lesquels vous avez une forte valeur ajoutée, vous avez des choses à apporter? Et derrière se poser, tout court pour établir votre stratégie de réseau qui sera bien sûr en lien avec votre stratégie globale puisque ce ne sont pas des éléments qui peuvent se décorréler. Donc c'est voilà, prendre un temps, pour vous, pour poser les bases de votre démarche avant de rentrer dans l'action, de parler de visibilité, de prise de contact et de se lancer. En gardant bien en tête, comme je le disais, que l'idée est d'avoir ici une démarche qui sera proactive et adaptée à chacun d'entre vous. Alors, il y a peut-être certains éléments, que l'on va évoquer ici qui pourront, sembler très basiques, comme par exemple, s'asseoir et réfléchir, à sa stratégie de réseau en lien avec sa stratégie globale. Mais bon, l'idée, c'est de vous apporter le maximum d'éléments et selon la maturité
maturité de chacun, sur cette thématique, voilà, il y aura forcément des choses à prendre, pour les uns et pour les autres et ça nous semblait important aussi de reposer, aussi quelques bases. Donc au-delà de cette 1re approche, d'introspection, je dirais, dans vos propres structures et selon vos propres besoins, un 2e point clé, selon nous aussi est d'apprendre à parler le langage européen. Les programmes européens, le programme Horizon, Europe notamment, hem, comment dire? La présentation elle-même du programme utilise un wording, très, très spécifique, un wording européen, un certain nombre de sigles, un fonctionnement type, fonctionnement du programme Horizon Europe et globalement les fonctionnements des programmes, européens. Donc l'idée pour vous aussi, avant d'aller prendre des contacts, avant de communiquer, avant de se rendre visible, c'est de vraiment parler le langage européen, connaître le programme, s'acculturer au fonctionnement, connaître les appels, connaître le champ lexical, les mots-clés. Voilà, tout ça, ça fait partie aussi un peu des éléments de base avant vraiment de se lancer dans une démarche proactive. Et pour s'acculturer au programme Horizon Europe, connaître les appels, et globalement connaître le fonctionnement du programme, on vous a mis, ici, 3 pistes. La première piste, c'est, le site internet horizon-europe.gouv.fr qui est le site qui est alimenté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et globalement par, toutes les équipes de PCN. C'est une mine d'informations, sur le programme, sur les appels et tout ce qui va au-delà du programme aussi, la partie réseau, la partie partenariat. C'est là où vous avez toutes les informations sur les événements, sur aussi la partie juridique et financière. Voilà, c'est une mine d'informations. Il y a aussi des sections, qui sont vraiment dédiées, aux questions types qu'on peut avoir quand on se lance sur le programme ou même quand on a déjà développé, un certain nombre de projets. C'est une mine d'informations et c'est vraiment le site à noter. Et après, au-delà du site Horizon Europe, vous avez accès à toutes les équipes, PCN en fonction des thématiques. Donc on va présenter les équipes PCN un petit peu après. S'il y a des questions spécifiques, tous les contacts sont également sur le site. Et une 3e piste, c'est également le réseau des relais Horizon Europe avec, lesquels, les PCN travaillent, de façon très proche et ces relais ont aussi eux-mêmes, pour objectif de diffuser l'information, toute l'information sur le programme, sur les appels, sur les actualités auprès de leur propre réseau. Donc, les relais, on en parlera aussi un petit peu après, dans un slide, dédié, mais, il y a forcément des relais aussi, près de chez vous, au plus proche de vous. Une fois qu'on a posé les bases de sa démarche, l'idée après est d'identifier son écosystème. Donc, sur la partie écosystème, l'idée c'est d'abord de travailler sur votre écosystème proche, donc c'est-à-dire vos partenaires actuels, pour s'élargir petit à petit sur les partenaires qui sont, les moins proches de vous. L'idée est vraiment d'apprendre à mieux connaître ces partenaires, parce que déjà au sein même de votre propre réseau actuel, vous pouvez avoir un certain nombre de partenaires qui sont impliqués sur des projets européens. Donc l'idée est de savoir ici qui sont vos partenaires impliqués dans ces projets, quels sont les projets financés, sur lesquels, ces partenaires travaillent parce qu'il y a peut-être des synergies à faire sur des thématiques, pour des projets futurs. Intéressant aussi pour vous, de connaître les sujets sur lesquels ils travaillent pour rebondir voilà, sur d'autres idées, d'autres projets et une fois que vous avez, je dirais, travaillé ce réseau, ce 1er cercle, l'idée est d'élargir ce cercle pour ensuite aller creuser davantage sur, qui sont les partenaires de vos partenaires. Donc en allant creuser sur les projets financés, voir avec qui vos partenaires travaillent, qui sont les grands, acteurs, à succès lors des précédents appels qui sont leurs partenaires. À quel réseau est-ce que ces grands acteurs appartiennent-ils? C'est tout autant d'éléments que vous pouvez creuser et qui vont vous permettre de mieux comprendre comment est organisé l'écosystème, autour de vous et surtout en fonction de vos thématiques, quels sont les acteurs clés que vous devez identifier, et dans un second temps, approcher. Donc pour ça, on a évidemment, toujours le réseau des PCN qui communiquent sur, les résultats des projets, une fois que les publications officielles, sont parues et ensuite vous avez un autre outil que Marie-Christine va vous présenter, dans notre focus, outils,
qui est la base de données Cordis, qui est vraiment intéressant de connaître justement pour avoir toutes ces réponses-là sur votre écosystème. Ensuite, une fois que je dirais que vous avez bien en tête cette cartographie de vos partenaires plus ou moins proches et de leur thématique d'action, l'idée pour vous, c'est déjà aussi de vous rendre visible. Avant de prendre contact, c'est vraiment travailler sur sa visibilité. Enfin, je dis avant, mais évidemment, toutes ces actions peuvent être menées, la partie visibilité et prise de contact en parallèle. Alors, sur la partie accroître sa visibilité, pour nous, il y a 3 niveaux sur la visibilité. Vous avez la visibilité en ligne, la visibilité, enfin en ligne sur des outils, dédiés, on va dire, projets européens, la visibilité réseaux sociaux et ensuite la visibilité au sein de vos réseaux pertinents. Sur la visibilité en ligne, on vous a mis, ici 3 sources, 3 outils, qui vont vous permettre d'être, de déjà d'avoir une présence en ligne. Vous avez le réseau EEN, le site, de la Commission, européenne et la plateforme B2Match sur laquelle un certain nombre d'événements B2B, est organisé. Sur ces 3 outils, pareil, on va les détailler un petit peu plus loin dans la partie focus outils, mais l'idée, pour nous, c'était de vous dire sur la visibilité en ligne, voilà, quels sont vraiment les outils en ligne indispensables, quels sont les outils sur lesquels il faut que je m'appuie pour avoir une visibilité en ligne, pour, présenter, ma structure, présenter les thématiques sur lesquelles je travaille et voire même être beaucoup plus spécifique, cibler les topics sur lesquels je recherche activement des partenaires et sur lesquels je peux me positionner. Donc cette partie-là, c'est la partie, peaufiner sa présence en créant des profils percutants, en évitant donc d'avoir des descriptifs, très généralistes, où voilà, on lit un descriptif, mais concrètement derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est être précis sur ce que vous faites, être précis sur les sujets que vous travaillez, les sujets que vous ciblez. Comme je le disais, identifier directement quelques topics. Et se mettre dans la peau des personnes que vous souhaitez cibler. C'est-à-dire que si la personne va sur le moteur de recherche, concrètement, quels sont les mots-clés que cette personne va taper et quels sont les mots-clés que vous devez intégrer dans vos profils pour derrière, être retrouvé dans ces moteurs de recherche, facilement. Et donc encore une fois, ce profil et ces recherches, c'est beaucoup lié au wording européen, aux thématiques, aux topics, que vous ciblez. Donc tout ça, voilà, c'est un peu le travail de fond à faire en amont, que vous allez pouvoir, du coup mettre en application sur, tous ces profils en ligne que vous allez pouvoir, créer. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce niveau-là? Pas encore, Julie. OK. Alors je continue. Donc ça, c'était vraiment la partie accroître sa visibilité en ligne. Ensuite, on a la partie accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux. Alors, il est certain que les réseaux sociaux ne sont peut-être, ce n'est peut-être pas le canal qui va vous apporter tout de suite, des leads et les retours que vous espérez. Néanmoins, ça fait partie quand même des canaux, qui sont à privilégier pour vous rendre visible. Donc on parle ici, principalement de LinkedIn et Twitter. Évidemment, donc l'idée ici, c'est de voilà, comme vous avez fait, comme je vous disais, votre cartographie de partenaires. Ces partenaires sont, probablement, sûrement présents sur LinkedIn. Et bien, c'est encore d'avoir un petit travail de fond là-dessus. Quels sont les groupes LinkedIn, que vos partenaires suivent? Donc quels sont les groupes LinkedIn pertinents pour vous? Qui sont les comptes que vos partenaires, suivent? Donc les comptes Twitter, qui seraient à nouveau encore pertinents, pour vous. C'est voilà, faire vos recherches pour voir un petit peu, identifier les bons canaux, identifier les acteurs clés, les bons interlocuteurs, pour derrière, vous faire remarquer en, partageant des posts, que vous allez pu voir sur ces fameux comptes, sur ces fameux groupes, sur ces fameuses personnes à suivre. Commenter des posts, et vous-même animer votre propre réseau en publiant des actualités, des news, voilà, des choses que vous avez vues passer, en animant globalement votre réseau en ligne, sur les réseaux sociaux.
Et au-delà de ça, on a donc accroître sa visibilité dans les réseaux. Les réseaux, que ça soit les réseaux de vos écosystèmes régionaux, nationaux, européens. C'est les réseaux clés dans lesquels vous devez être présent. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'abord d'identifier les bonnes cibles, encore une fois, qui sont les acteurs qui sont actifs sur ma thématique, qui sont les acteurs clés de mon écosystème, comme je disais, sur ces 3 paliers, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, au niveau de votre propre région et des agences, des agences régionales de développement. Est-ce que votre région a un bureau de représentation à Bruxelles? Alors, on détaillera ça dans un slide, un petit peu plus loin, où on vous mettra toutes les régions qui ont une délégation avec, derrière les contacts, le lien pour avoir le contact de ces différentes personnes. Quels sont les réseaux institutionnels aussi qui organisent des événements sur lesquels il faut que je sois présent, donc les événements pertinents par rapport, à mes objectifs, et on vous en présentera, quelques-uns qui seront organisés sur le mois de novembre. Et donc une fois que vous avez identifié ces acteurs clés, ces réseaux clés, et ces événements pertinents, l'idée derrière évidemment, c'est encore une fois, pour accroître votre visibilité, c'est de se faire identifier. Donc se faire identifier, ça passe par, participer à des conférences, participer à des webinaires, et au-delà de participer, c'est se rendre visible. Donc c'est poser des questions, c'est pitcher sur vos sujets si l'opportunité se présente, c'est participer, en tout cas, ouais, répondre à des prix européens, répondre à des appels à manifestation, globalement se faire identifier auprès des réseaux institutionnels. Donc là, on a parlé des agences régionales, mais ça peut être, par exemple aussi des pôles de compétitivité, des CCI, on en parlera aussi, juste après. Et sur ces mêmes réseaux, ça peut être, pourquoi pas, adhérer à certains d'entre eux. Les plus pertinents, ceux qui vous semblent les plus appropriés par rapport à ce que vous cherchez à atteindre comme objectif. Et derrière, sur la partie veille, information, et encore une fois, bien comprendre les actualités, le programme, les appels, s'abonner aux newsletters pertinentes, aux listes diffusion. On a notamment une liste de diffusion pour chaque PCN, au sein du ministère. Voilà, il y a tout un tas de newsletters, tout un tas d'informations à prendre pour améliorer, toujours plus votre connaissance du programme et de ses actualités. On vous a mis ici, on vous transmettra la présentation. On vous a mis ici, quelques réseaux, en ligne, donc de sites de recherche de partenaires, en sachant que, la plupart de ces réseaux sont déjà actifs. Et on vous fera un focus dans les slides après sur les 2 dernières lignes, donc les outils EEN et les outils donc de la Commission européenne. Donc, Marie-Christine vous fera, une petite, présentation là-dessus, juste après. On a aussi les info days, des info days qui, sont des événements qui, de base, vont vous permettre d'en apprendre davantage sur les calls, et sur le programme. Donc sur le slide d'après, je vais vous communiquer les dates des info days du cluster 4. Et au-delà de ces info days, on a aussi, au-delà de l'information que vous pouvez récupérer pour votre compréhension et pour votre veille, il y a aussi la possibilité de se rendre visible, selon l'organisation de l'info day en question. Là, je vais vous parler des info day de la commission, mais il y en a d'autres, il y en a de d'autres types, où vous pouvez dans tous les cas poser vos questions et vous identifier en une ligne, avant de poser votre question, pitcher dans certains cas. Globalement, être actif sur les réseaux sociaux en identifiant des personnes, en rebondissant sur des sujets, et je dirais dans la plupart des cas, identifier, les participants sur la liste des participants, qui est dans certains cas visible et publique, et rentrer en contact, le cas échéant. Donc pour ce qui nous concerne, en tout cas pour le cluster 4, ce qui nous concerne, prochainement, puisque vous savez que les appels, 2023-2024 vont être publiés fin novembre, et donc on aura un info day, de la Commission européenne sur les dates qu'on vous a indiquées ici, avec les, différentes destinations qui seront ciblées, et nous aurons également des webinaires, dédiés, cluster 4, industrie, que nous organisons, le 1er décembre. Donc pareil, je vous mettrai, les éléments dans une slide. Mais en tout cas, pour la partie info day, voilà déjà les prochaines dates, qui ont été communiquées par la commission. Alors, on a vu poser sa démarche, faire sa cartographie, d'acteurs, identifier, l'écosystème, se rendre visible, et au-delà de la visibilité, l'idée est d'avoir vraiment aussi une démarche proactive en étant présent sur le terrain.
Donc être présent sur le terrain, très concrètement, c'est participer à un certain nombre d'événements. Donc en termes d'événements, bon, il y en a de différents types qui sont organisés, mais on trouvait important de vous parler des brokerage events. Donc ces brokerage events, il y en a un certain nombre qui sont organisés. On va vous en présenter 2 juste après. Les brokerage events sont des événements qui sont dédiés à la mise en relation de partenaires qui cherchent à monter, des projets, de répondre à des appels à projets, européens et en ce qui nous concerne là, des appels à projets Horizon Europe. Donc ces brokerage events, pour maximiser au maximum votre participation, l'idée est de préparer son événement bien en amont, en renseignant, son profil en fonction des objectifs que vous vous fixez pour cette participation, qui est bien sûr en lien avec la visibilité en ligne qu'on a citée, tout à l'heure, en évitant les descriptifs, trop généralistes, en étant précis, concis, toujours en s'adaptant à la cible, voilà, la personne que l'on cible, dans ces événements. En ciblant aussi quelques topics, parce que c'est sûr que si un profil indique, cluster 4, c'est voilà, c'est très, très large et concrètement, quand les gens vont chercher, des sujets spécifiques, pour rencontrer des partenaires, bon, bah, cluster 4, c'est très, très vague. Voilà, donc c'est vraiment à être précis et cibler vraiment les thématiques qui vous intéressent et encore une fois, utiliser le bon wording, des thématiques, sur lesquelles vous êtes actif. Et ensuite, c'est anticiper, être, toujours dans une démarche proactive, donc solliciter des rendez-vous, faire le petit message d'accompagnement qui va bien cibler ces messages, les adapter en fonction de la personne à qui vous vous adressez. Donc voilà, encore une fois, ça peut peut-être sembler un petit peu basique comme conseil, mais néanmoins, ça reste quand même une base et c'est vrai que parfois, on est plongé un petit peu dans le quotidien. On fait des choses, tous, très, très vite et on envoie une demande sans forcément mettre le petit message qui va bien à côté. Bon, bah, forcément derrière, ça a un petit peu moins d'impact. Ça oblige la personne à chercher, aller voir et cetera, creuser et voilà, disons qu'on va dire que c'est en termes d'efficacité, l'efficacité est un peu moindre. Donc voilà, arriver à bien cibler ses messages, les adapter en sollicitant des rendez-vous et surtout, le jour J, rester dans cette dynamique proactive. Alors là, on a, 2 événements qu'on vous a indiqués ici. On vous a mis également les liens qu'on va vous communiquer, pardon. Donc, 2 brokerage, event et une journée, brokerage event et également, une partie info day sur les appels 2023, 2024 et vous avez aussi parfois, c'est l'objet du lien qu'on vous a mis, sur le B2Match, donc le lien tout en bas du slide. On a certains événements en fait qui restent ouverts, une fois l'événement terminé et en allant sur la plateforme B2Match, vous pouvez trouver certains événements sur laquelle la liste des participants est toujours présente, donc ça peut aussi vous permettre d'identifier, des acteurs intéressants pour vous. Voilà et puis une fois qu'on a fait tout ça, et qu'on a, travaillé sur son réseau actuel, son écosystème proche et globalement, identifié davantage de partenaires et fait grandir son écosystème, l'idée c'est de garder et de faire grandir le lien que vous avez pu créer avec ces différents partenaires actuels ou partenaires potentiels. Donc c'est, faire vivre et entretenir son réseau dans la durée, donc ça peut être des choses, toutes simples comme, faire suivre, des informations pertinentes qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux en taguant la personne. Ça peut être prendre des nouvelles, sur une actu qu'on a vu passer. Ça peut être informer sur ses propres actualités. Ça peut être se tenir au courant si on se retrouve, si telle ou telle personne est présente sur, tel événement, salon, conférence, symposium en lien avec votre thématique. Ça peut être aussi inviter ses partenaires à visiter ses locaux. C'est une démarche aussi qui est très intéressante, très concrète et ça permet d'aller vraiment au fond des sujets et d'allier aussi l'utile, à l'agréable en ayant des moments un peu plus off qui vous permettent vraiment de créer du lien, que ça soit, partager un dîner, un déjeuner, un repas, voilà, créer du lien aussi, au-delà de la partie, formelle dans le cadre d'une visite officielle de locaux. Donc ça, je pense que Marie va en parler aussi lors de son témoignage. Voilà sur la partie, la 1re partie, la méthode, on va dire et je vais laisser la parole à Marie-Christine sur la partie outils. Alors je ne t'entends pas Marie-Christine.
Je sais pas Et si oui, c'est maintenant bon. ça va mieux Voilà, voilà, normalement. c'est bon. C'est bon. Je disais qu'on a eu une première question qui finalement fait un peu le lien entre les deux parties. On a eu une question, donc c'est est-ce que le PCN Industrie prévoit de faire un webinaire pour savoir bien mieux utiliser le dashboard Horizon Europe? Alors c'est une très bonne remarque. On va, je pense, la prendre en compte et vous proposer ça prochainement. Mais voilà, du coup, ça fait le lien avec la présentation de quelques outils. Tout d'abord, le Partner Search sur le Funding and Tenders, donc le site de la Commission européenne. Ensuite, j'irai sur Cordis qui a en fait un lien avec le dashboard via ClickSense. Mais voilà, on a bien pris en compte votre question par rapport au dashboard, sur l'utilisation du dashboard. Donc voilà, je vais continuer après Julie. Donc un petit focus sur la page Funding and Tenders de la Commission européenne, sur laquelle vous pouvez trouver en fait dans le l'onglet How to Participate, vous avez un Partner Search. Donc là, Julie, je veux bien que tu cliques un petit coup, s'il te plaît. Voilà, qui vous ouvre en fait un outil de recherche. Vous pouvez faire une recherche donc en sélectionnant le programme de financement. Vous pouvez sélectionner également les topics. Vous pouvez aller voir en fonction de la localisation des partenaires. Euh, Hop. Ah, excuse-moi, mais je Non, pense pas du de coup, il faut que souci. je fasse rentrer en même temps les gens. Je, Attends, je clique en même temps pour faire Ah, tu rentrer. cliques, Ouais, c'est très bon. bien, super. T'inquiète. Voilà, donc du coup, par rapport aussi à la localisation des partenaires que vous souhaitez chercher, si vous avez un pays en particulier voilà, dans votre viseur, et également par rapport aux personnes et aux organisations, que ce soit voilà, une type de organisation de recherche ou une entreprise. Voilà. Donc vous avez cet outil de recherche de partenaires qui est présent sur le portail de la Commission européenne. Et donc voilà, pour illustrer un peu cette description de cette recherche, je vous ai mis une capture d'écran du coup d'une fiche d'un partenaire, donc c'est le CSTB, partenaire français. Toutes les fiches sont similaires. Vous avez la même structuration, donc le nom, bien sûr la description. Surtout les mots-clés qui vous permettront de voir voilà, si le partenaire peut correspondre à votre recherche par rapport à votre souhait de projet R&D. Vous avez des petits graphiques qui vous orientent sur les participations de ce partenaire, donc sur les différents programmes. Voilà, si il a déjà participé sur des projets Horizon Europe, H2020 ou même sur les précédents programmes cadres. Sur ses rôles aussi, voilà, s'il a déjà été coordinateur, s'il a été participant ou tierce partie. Heu, Ensuite, vous avez une petite carte qui vous présente donc là, dans le cas là du CSTB, donc les principaux partenaires de collaboration du CSTB, d'un point de vue géographique. Ensuite, vous avez une liste de tous les projets dans lesquels le CSTB a été partenaire ou coordinateur. Donc là, je vous ai mis juste la première, mais voilà, on peut voir qu'il y a 67 projets en tout. Et vous avez du coup les informations sur le projet. Vous pouvez également contacter la personne qui est de contact pour chaque projet. Et enfin, vous avez aussi toutes les offres de partenariat que le CSTB a pu mettre en ligne sur les différents topics. Vous savez, du coup, quand sur le portail de la Commission européenne, quand sont publiés les appels à projets, les topics, tout en bas, vous pouvez aussi vous identifier et publier une offre de partenariat sur un topic voilà, bien précis. Et donc, toutes les offres de partenariat du CSTB sont répertoriées ici, ce qui vous permet également voilà, d'avoir un peu une idée de ce que propose le CSTB, ce qui pourrait correspondre à votre recherche également pour monter du projet. Voilà donc pour l'outil de la Commission européenne Partner Search. Si on va sur le slide suivant, nous avons la base Cordis. Donc là, un petit focus sur la base. Donc c'est une base qui est
très, très intéressante. C'est vraiment la principale base de données où sont publiés tous les résultats des projets financés depuis 1990. Vous avez donc pareil plusieurs onglets. Donc l'onglet euh, projet et Project and Results qui vous permet d'avoir la liste des projets par programme cadre financé. Et après, vous avez également la possibilité de faire une recherche bien plus fine donc sur cette base Cordis. Donc vous allez pouvoir rentrer forcément des mots-clés, mais vous allez pouvoir aussi mettre des filtres, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir choisir le programme cadre voilà, de financement, faire un filtre sur un topic, voir par exemple voilà, quels sont les projets qui ont été financés sur un topic qui vous intéressait de l'année précédente, par exemple. Faire une recherche spécifique si vous avez par exemple déjà l'acronyme du projet, enfin voilà. Et pareil par rapport à des dates de financement de projet. Toujours pareil par rapport aux localisations, au type d'organisation. Et voilà, vous avez vraiment pas mal de filtres. C'est quand même très intéressant pour vraiment cibler au plus juste votre recherche de partenaires via finalement les projets qui ont déjà été financés sur vos thématiques. Voilà, donc là, je vous ai mis en fait une exemple de fiche d'un projet. Donc, je choisis celui-là parce qu'il y a l'IRT Jules Verne qui est en partenaire. Mais vous avez toujours cette même structuration de fiche projet sur Cordis avec la description du projet, voilà, un résumé. Vous avez les dates de début, de fin, le programme sur lequel le projet a été financé, le budget total, la contribution de l'Union européenne par rapport au financement. Ensuite, si on continue, il y a également le topic sur lequel le projet a été financé et voilà le type de topic, donc le type d'action, Innovation Action, CSA ou RIA. Et également la répartition géographique des partenaires. Et si on continue encore également, nous avons du coup toute la liste des partenaires avec tous les détails et toutes les infos clés forcément de tous les partenaires. Donc nous avons d'abord le coordinateur. Donc d'abord le coordinateur en chapeau et ensuite vous avez toute la liste. Donc là c'est voilà, vous avez pas, il y a 27 participants en plus, donc vous n'avez pas tous les participants, mais c'est pareil à chaque fois pour le reste des participants. Donc vous pouvez également sur la droite cliquer sur le petit triangle vers le bas qui vous déroulera un petit menu et ça vous donnera accès aux infos correspondant du participant, donc du partenaire. Le pays, l'adresse, la personne de contact de l'organisation, parfois le site internet. Et du coup, si on continue, euh, voilà, j'ai fait le focus voilà, sur l'IRT Jules Verne. Donc, comme je vous disais, on peut cliquer sur le petit lien qui vous fait aller sur le contact de l'organisation ou si on continue, Julie, on peut cliquer sur la participation sur les projets, sur les programmes de recherche et d'innovation. Et là, en fait, ça vous ouvre ClickSense, qui est du coup voilà, lié au dashboard. Et vous avez toutes les informations sur les participations de l'IRT Jules Verne sur les différents programmes. Donc après, vous pouvez faire des filtres sur voilà, Horizon Europe pour les projets qui sont déjà mis en ligne, sur H2020, sur les précédents programmes. Et vous pouvez voir également si c'est voilà, les rôles en tant que partenaire, que coordinateur. Et voilà, vous avez vraiment accès à énormément d'informations donc sur toutes les participations de l'IRT Jules Verne. Et si on continue, donc le second lien, tu peux encore cliquer une fois, voilà, merci Julie. Ça vous amène sur la carte Cordis où là vous avez en fait tout le réseau de collaboration de l'IRT Jules Verne. Donc voilà, après si vous sur Cordis, si vous baladez votre souris sur chaque petit lien bleu, vous verrez apparaître les noms du coup des projets qui relient en fait les deux partenaires, donc IRT Jules Verne et un autre partenaire ailleurs
en Europe. Donc, ça vous permet d'avoir une idée aussi des partenariats déjà mis en place de votre partenaire clé et cible à contacter pour voir si ça peut toujours pareil correspondre à votre recherche du coup pour monter et participer à des projets R&D européens. Voilà. Hop, voilà. Du coup là, c'était pour donc voici pour le funding and tenders pour Cordis et on voulait vous faire un dernier focus sur le réseau EEN. Donc c'est Enterprise Europe Network. Donc là, avec cet outil, vous allez pouvoir avoir accès à différents types de, de recherche de partenaires de manière générale, parce que ça peut être du partenariat pour des projets de R&D, mais ça peut être aussi du partenariat business. Donc, vous pouvez également sélectionner, voilà, si c'est du business offer au request, ou si c'est du research and development request, ou alors des technologies, pareil, des offres ou des demandes. Vous pouvez filtrer en fonction des, pays, pardon, et également par rapport à ce que par exemple, si vous êtes français, que voilà, vous dites, bon, bah, du coup, je voudrais que toutes les recherches de partenaires cherchant spécifiquement des Français ressortent, bah, vous pouvez aussi cliquer sur les client requests, et là, vous pouvez sélectionner français. Donc là, si tu cliques encore un coup, Julie, vous allez avoir un petit extract de ce qu'on peut avoir sur une recherche de partenariat. Donc, vous avez toujours une description. Alors, à savoir que pour mettre en ligne ces offres de partenariat, vous allez devoir vous rapprocher de votre EN en région, parce qu'en fait, toutes ces fiches-là sont anonymisées. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas du coup les coordonnées directes. Ça permet finalement de diffuser au plus large et plus facilement pour certaines entreprises ou partenaires de recherche. Et donc voilà, vous avez une description. Vous avez toujours la description du partenaire qui émet la demande avec voilà si c'est une entreprise, si c'est un partenaire académique, la taille également. Et après, vous avez l'encart, donc du coup, la recherche de partenaires, donc c'est ce que je vous ai mis ici, où là, du coup, vous pouvez voir que du coup, le partenaire français cherche des partenariats donc plutôt de type industriel, donc avec plutôt de type PME, mais également des universitaires, parce qu'en fait, en bas, vous voyez que le type de partenariat qui est recherché, c'est du coup des accords de recherche et technique, de coopération technique et de recherche. Et du coup, là, vous avez à chaque fois les détails vraiment des recherches mises en ligne et pour pouvoir prendre contact du coup avec l'entité qui a émis l'offre de partenariat, vous allez du coup, pareil, devoir passer par votre référent EN en région qui vous mettra du coup en relation avec l'émetteur de la recherche de partenariat. Voilà. Donc voilà pour EN. C'est encore une présentation. Voilà. Donc focus sur les réseaux. Donc là, c'est Julie. Alors je ne sais pas, comme je parlais, je n'ai pas pu suivre s'il y avait des questions. Je prends le Tata. relais. Yes, Merci parfait, Sylvie. Marie-Christine. Donc, focus sur quelques réseaux. Alors Julie, je ne sais pas juste, attends, s'il y avait des oui. questions, Ah, pardon. si on traite les questions là vite fait, ou si je ne sais pas. Comme tu veux. Comme je diffuse les slides, je ne vois rien Yes. d'autre. Alors du coup, je vais jongler entre le chat de Teams, Partner Search. Donc du coup, sur le Partner Search, c'est le CSTB qui... Alors oui, du coup, en gros, si les partenaires remplissent eux-mêmes app, leur fiche de partenariat. Donc oui, en fait, vous remplissez, chaque entité est liée avec un PIC, donc pouvoir participer à des projets européens, et vous allez pouvoir vous-même, du coup, chaque entité, indiquer vos mots-clés, rentrer du coup
vos descriptions et comme l'a dit Julie avant, être au plus juste du coup pour pouvoir intéresser des partenariats qui seront vraiment en adéquation avec votre recherche. Et sur Slido, nous avions pourriez-vous nous faire un retour d'expérience sur la plateforme Crow Helix qui vise aussi à mettre en relation des partenaires? Alors, Julie, je ne sais pas si tu as dans ton viseur cette plateforme-là. Personnellement, je vous avoue que je ne la connais pas. C'est aussi là toute la complexité et l'utilité de regarder ce qui se passe un peu partout parce qu'effectivement, c'est assez vaste et il y a énormément de réseaux pour chercher des partenaires. Donc voilà, Julie, je ne sais pas si tu Non, connais moi cette plateforme. personnellement, Ouais. j'ai pas eu de retour de structures qui l'ont utilisé ou de collègues qui l'ont utilisé, donc j'ai pas de retour sur cette plateforme-là. Ouais. Après, s'il y a certaines personnes présentes la salle qui ont des retours, n'hésitez pas à commenter vous aussi dans le chat Mm, si mm, vous connaissez cette plateforme et si vous l'avez déjà utilisée et si ça s'est avéré pertinent ou pas. ouais. Oui, oui, oui. Après, on a des questions aussi sur est-ce que c'est le lire qui a les droits d'accès ou d'autres personnes qui peuvent le faire? Alors là, j'ai envie de dire, ça dépend de votre organisation en interne. C'est dans tous les cas, les informations officielles qui sont publiées sur le Partner Search et sur votre fiche doivent être validées et en fait, vous devez vous connecter avec l'identifiant du lire. Voilà, nous en interne, on va dire que on peut travailler pour mon autre structure, je peux également rentrer les infos sur le partner search de la Commission européenne, mais en fait, c'est parce que voilà, je suis en accord avec le LIR et voilà. Donc c'est dans tous les cas, c'est le LIR qui gère les informations officielles qui sont publiées sur cette plateforme et sur votre page descriptive. Et le PIC, en fait, c'est votre numéro d'identifiant si on retourne on va peut-être pas retourner sur la slide du CSTB, mais en fait, tout en haut de chaque slide, de chaque organisation, yes, encore un coup. Parfait, merci Julie. Bah, vous avez en fait le CSTB, le PIC et le numéro tant et tant, et en fait, c'est un numéro qui est relié au CSTB et du coup c'est vraiment une identification pour la Commission européenne lorsque voilà par rapport à faire entrer enfin pour identifier les partenaires et également les financements qui vont pouvoir être mis en œuvre et voilà c'est vraiment un numéro qui est relié à une entité. Voilà, le CSTB n'aura pas deux pics, c'est voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors là, du coup, on a une autre question qui vient d'arriver, qui est sur les experts évaluateurs. Donc, identifier les experts évaluateurs, il faudrait avoir la liste par cluster. Peut-être utile, plus avoir de l'expérience d'évaluateur pour améliorer son réseau. Alors, je ne sais pas si tu veux continuer par rapport à l'aspect réseau, si justement Alors, on va l'aborder après, mais oui, alors et puis après pour la partie évaluateur, effectivement, devenir en plus soi-même expert évaluateur, c'est l'une des clés aussi, d'entrée, au programme et sachez on a prévu un webinaire qui sera, aussi, en lien avec ce sujet, qui sera en lien avec, l'analyse des ESR suite au dépôt de projet et le lien aussi avec la partie évaluation et donc le lien avec la partie expert évaluateur. Donc ça, on vous enverra les informations, mais effectivement, c'est aussi un point très important oui. et sur la partie réseau, Marie-Christine, c'est bon? Je Ouais, peux ouais, c'est voilà. bon. J'ai plus d'autres questions, c'est bon. Donc Merci. voilà, quelques réseaux aussi qu'on voulait mettre en avant ici. Encore une fois, ça a pas vocation à être exhaustif, mais il y a certaines choses qu'on voulait partager avec vous. Donc déjà le réseau au sein même du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et globalement au sein des équipes Horizon Europe. L'idée, c'est pas de vous détailler tous les carrés là qui sont présents sur ce slide-là, mais vraiment de faire un focus sur
trois types comment dire? 3 types d'organisation, au sein du ministère. Le premier type enfin le premier élément important, donc les GTN, les groupes thématiques nationaux. Les PCN, les points de contact nationaux. Je joue avec ma souris, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Et les relais, Horizon Europe. C'est Donc bon, on la voit, Julie, hein. ouais. Il y a Donc je vais très rapidement évoquer ces points-là. Alors les groupes thématiques, nationaux sont des groupes, qui sont donc créés et animés, par le ministère en lien avec, les clusters. Donc on a un groupe thématique, sur la partie industrie, un GTN industrie. L'intérêt de se rapprocher des groupes thématiques, c'est d'avoir, vraiment une vision en fait des acteurs, des structures qui sont présentes dans ces groupes et qui sont donc, très actives sur les sujets en question. Alors les groupes, les GTN, ce ne sont pas des groupes qui sont ouverts à tous. Ce sont des groupes qui, sont ouverts à certains types de structures qui ont déjà quand même une connaissance du programme Horizon Europe, et c'est un groupe qui est ouvert moyennant une contribution des structures, en question à participer activement à l'élaboration de la position française, dans la construction, des appels, des programmes. Donc très concrètement, l'idée, parmi, hein, parce qu'il y a différentes activités au sein des GTN, mais je dirais parmi ce qui nous intéresse, là, aujourd'hui, l'idée c'est qu'au sein du GTN, les drafts des différents, programmes sont, communiqués, et donc les membres du GTN, prennent du temps pour étudier ces différents drafts, pour faire des retours sur les sujets importants à mettre en avant, les sujets qui le sont moins, et globalement participer activement à l'élaboration de la position française, c'est ça, c'est vraiment faire des retours sur les sujets pertinents. Au sein même des sujets, les éléments qu'il faut faire remonter, les éléments, voilà, où il y a moins de discussions, et contribuer derrière à la rédaction des appels, des topics et des contenus. Donc forcément, toutes les personnes qui sont présentes au sein de ces GTN sont des personnes qui sont actives, sur les sujets, actives sur les thématiques, et qui connaissent bien le programme. Vous avez, évidemment, hein, vous commencez à nous connaître, hein, les points de contact, nationaux. Donc ce sont, voilà, des équipes. Vous avez ici le point de contact, national pour l'industrie. Donc, pour la partie industrie, nous sommes 4, et les PCN ont, différentes missions. Que ça soit, informer sur, toutes les opportunités de financement, sensibiliser, sur, le programme, identifier les appels qui seront pertinents selon les sujets, les thématiques que vous couvrez, faire une lecture accompagnée de ces différents topics. Parce qu'il est vrai que sur certains appels, certains sujets, voilà, certains éléments inscrits dans les topics peuvent être sujets à interprétation, ou en tout cas, il y a souvent beaucoup de questions qui se posent à la lecture des topics. Donc les PCN sont là aussi pour vous aider dans cette lecture, accompagnée. Globalement, on est là aussi pour du conseil sur, le montage de projets, la recherche de partenaires, et on sert aussi de lien entre, la communauté, donc la communauté, globalement le ministère et la Commission européenne, quand, voilà, quand il y a des questions, très spécifiques sur, des topics, donc quand on est en contact avec, des structures qui sont en cours de montage de projet, et qu'il y a certaines lignes dans des appels qui sont sujettes à interprétation, ou parfois ce n'est pas clair. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à prendre contact avec les différents project officers des différents appels, et d'arriver à obtenir des réponses, concrètes, que l'on vous communique derrière, et qui vont vous aider, vous faciliter la vie pour le montage. Et en tout cas, essayer d'enlever, le maximum de flou qu'il pourrait y avoir sur, certaines mentions sur les appels. Voilà, et donc les PCN, donc là, on a parlé du PCN industrie, mais vous avez, voilà, une grande équipe, de PCN, qui est à votre disposition. Vous avez tous les contacts qui sont aussi disponibles sur notre site, internet, Horizon Europe. Voilà, et donc on est tous à votre disposition, et si jamais, voilà, on peut aussi faire le lien nous-mêmes avec, des PCN, nos collègues, si jamais il y a certaines questions sur certains, sujets autres que l'industrie.
Ensuite, les PCN travaillent au plus proche des relais. Donc, chaque équipe de PCN a monté une communauté de relais sur lesquels nous nous appuyons. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir nous appuyer sur ces acteurs pour diffuser le plus largement possible toutes les opportunités qui sont en lien avec Horizon Europe, toutes les informations sur le programme de travail, sur les appels ouverts, sur tous les webinaires qu'on organise, les événements, les brokerage events par exemple qui sont organisés, toute l'actualité, toutes les informations qu'on voit passer, tout ce qui nous semble vraiment pertinent. L'objectif pour nous, c'est de travailler au plus proche des relais pour que derrière, il y ait cet effet boule de neige qui se mette en place et que les relais eux-mêmes puissent diffuser ces informations à leur propre communauté. Pardon. Donc voilà, ce sont pour nous des interlocuteurs privilégiés et vous avez au sein des relais tout type d'organisation. Vous avez, voilà, par exemple, l'IRT Jules Verne, Marie fait partie des relais sur l'industrie. Vous avez des pôles de compétitivité, vous avez des agences régionales, vous avez des consultants, vous avez des entreprises, vous avez des académiques. Enfin voilà, il y a toute une communauté qui s'est mise en place autour de ça et qu'on remercie d'ailleurs vivement parce que derrière, ça nous permet aussi de communiquer plus largement toutes les opportunités du programme. Sur les réseaux, vous avez aussi les pôles de compétitivité qui sont des acteurs intéressants à approcher. L'intérêt, donc un pôle de compétitivité peut-être pour les personnes présentes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est. Donc, les pôles de compétitivité sont des associations qui ont un label de l'État français. Et chaque pôle de compétitivité travaille sur un territoire donné et sur une industrie spécifique. Il y en a un peu plus de 50 pôles de compétitivité en France qui travaillent, notamment sur la partie, développement de projets collaboratifs, donc sur la partie innovation, accompagnement à la compétitivité des entreprises et qui ont, parmi leurs missions une forte mission qui est dédiée à l'Europe pour accompagner, leurs adhérents et la filière qu'ils représentent sur une montée en compétences sur les projets européens. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de pôles, pour ne pas dire tous les pôles, qui, par exemple, ont organisé et vont organiser prochainement, suite à l'ouverture des appels 2023, des ateliers dédiés qui vont pouvoir, en fait, vous offrir une clé de lecture très intéressante en lien avec la filière que vous représentez et que le pôle de compétitivité représente. Donc, c'est une clé de lecture intéressante des appels qui sera vraiment, je dirais, davantage ciblée et fléchée sur l'industrie qui sera couverte par le pôle. Et sachez également qu'il y a un certain nombre de PCN au sein du ministère qui sont également dans des pôles de compétitivité. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions sur ces sujets-là, on est aussi à même de vous répondre. Sur les réseaux, il nous semblait aussi très intéressant de notifier l'activité, l'action des agences régionales de développement et de ces agences en question qu'on vous a présentées ici, qui ont des bureaux de représentation à Bruxelles. Donc là, je vous ai mis le lien. En cliquant sur le lien, vous aurez le détail donc de toutes ces régions qui sont indiquées ici. Qui ont un bureau et surtout les contacts des personnes qui sont déléguées, enfin qui sont dans le bureau dans la délégation à Bruxelles. Donc là, pour le coup, c'est vraiment toujours intéressant de vous identifier, d'expliquer voilà ce que vous faites, de vous présenter et derrière, encore une fois, créer du lien et de vous rendre visible. Vous avez aussi les chambres de commerce et d'industrie. Une majorité d'entre elles ont également une mission d'accompagner au développement des structures. Donc, il y a souvent aussi des pôles Europe, des cellules Europe qui peuvent vous aider. En termes de réseau, on voulait également vous mentionner les partenariats. Donc les partenariats public-privé, qui travaillent au plus proche de la Commission européenne pour concrètement construire le programme de travail. Donc les partenariats, globalement, ça représente une large palette d'acteurs qui se réunissent autour d'une thématique.
Donc là, sur le slide d'après, on va vous en montrer quelques-uns. Chaque partenariat fournit à la Commission européenne des informations sur les thèmes pertinents à inclure dans le programme de travail. Chaque partenariat définit sa feuille de route. Cette feuille de route sert aussi de base à la construction d'un certain nombre d'appels. Il y a une cinquantaine de partenariats qui existent. Et sur le lien que je vous ai mis sur le slide, vous avez ici l'accès à un article qu'on a rédigé sur les partenariats dans Horizon Europe. Et donc, vous allez pouvoir vous rendre sur le lien qui va vous amener au partenariat Made in Europe, Process for Planet, Clean Steel Partnership. Et derrière, vous allez souvent pouvoir consulter leur feuille de route et aussi souvent consulter les membres de ces partenariats. Donc voilà, c'est des acteurs à avoir dans le viseur, évidemment. Et même aussi, bon, c'est un petit peu parallèle, c'est un petit peu annexe au sujet d'aujourd'hui, mais globalement, c'est aussi quand vous montez vous montez vos propositions et qu'un appel à projet est fléché sur un partenariat, parce que c'est indiqué dans les appels. L'idée derrière pour vous, c'est vraiment d'aller creuser qui est derrière cet appel, quel partenariat est derrière cet appel, quelle est leur feuille de route et du coup, quel est le sens autour de l'appel auquel vous répondez. Et ce sens, vous allez souvent le retrouver dans la feuille de route qui est rédigée par le partenariat en question. Voilà sur la partie réseau. On voulait aussi vous faire un focus, un focus sur quelques opportunités sur la partie financement. Et je vais laisser la main à Marie-Christine. Merci Julie. Voilà, donc pour terminer notre présentation, on va vous indiquer donc des financements pour donc tout d'abord de l'ANR. Donc l'ANR a proposé déjà cette année et proposera l'année prochaine, ce sera reconduit, un dispositif qui permet d'aider au montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. Donc vous avez le premier lien qui amène sur la page de l'ANR, c'est sur le programme de 2022, mais voilà, ce sera mis à jour. On n'a pas encore les dates officielles pour 2023. À savoir que cette année, il y avait eu 4 dates de relève des dossiers, donc ça devrait être la même chose pour 2023. Mais voilà, ça vous donnera une idée un peu du dispositif. Et vous avez également le second lien qui mène vers notre site Horizon Europe, où il y a un article complet sur ce dispositif avec également une vidéo réalisé par nos collègues qui présentent ce dispositif. Donc voilà, donc cet instrument a été créé pour donner vraiment des moyens aux scientifiques français de déposer en tant que coordinateur des projets de recherche collaboratifs, donc européens sur Horizon Europe ou internationaux, et vraiment de donner la possibilité de développer des projets interdisciplinaires ambitieux de haut vol et de renforcer également leur visibilité au niveau international. C'est vraiment un point clé. L'aide maximale pour ce dispositif est de 30 000 € pour une durée de 24 mois et c'est par proposition sélectionnée. Donc les actions financées, pour vous donner un peu une idée, ce seront des actions qui vont être mises en place pour élaborer ou renforcer le réseau scientifique, donc comme des frais de mission, de réunion, de réception, et ou également des prestations de services pour aider la coordinatrice ou le coordinateur à vraiment monter le projet européen, donc vraiment rédiger le projet européen ou international. Donc ça, c'est pour l'aide de l'ANR. Et nous avons voilà, une dernière slide sur les deux diagnostics que nous propose la BPI. Donc vous avez sur la gauche le diagnostic Europe qui est... donc là, qui vise vraiment les PME françaises, donc de moins de 250 salariés, qui souhaitent participer au programme européen visant des projets individuels, donc notamment le ICL Accélérateur. Donc c'est un accompagnement de la BPI qui prévoit d'aider donc les porteurs à la préparation et au dépôt de la candidature grâce à une prestation de conseil réalisée par une société qui est sélectionnée, donc société de conseil spécialisée en financement européen,
qui est donc sélectionné, qui travaille déjà avec la BPI et qui est membre de l'association des conseils en innovation. Le but va être de ce dispositif, de ce diagnostic, vraiment d'informer sur les programmes européens de RDI financés par la Commission européenne, donc un premier niveau d'information, d'évaluer ensuite la pertinence d'une candidature de l'entreprise au programme européen visé et considéré, voir si c'est bien en adéquation, et également d'accompagner l'entreprise vraiment dans la rédaction du dossier de candidature. Donc la BPI va prendre 50% en charge de la prestation qui peut aller jusqu'à 20 000 euros. Donc voilà, 50% de 20 000 euros. Donc ça, c'était vraiment pour le diagnostic Europe qui est pour orienter projet individuel PME française. Et nous avons à droite le diagnostic partenariat technologique international BPI France. Qui a vraiment pour but de faciliter l'accès aux entreprises françaises, donc de moins de 2000 personnes qui n'appartiennent pas à un grand groupe, de se lancer voilà, dans les projets collaboratifs internationaux de recherche et d'innovation. Donc là, c'est pareil, c'est toujours une prestation de diagnostic et de conseil qui est délivrée par un expert conseil qui vise à augmenter forcément les chances de réussite des entreprises dans le cadre de leurs propositions soumises sur des appels à projets européens. Et plus généralement également de sensibiliser les dirigeants d'entreprise à l'intérêt qu'ont les programmes de recherche et d'innovation au niveau international. Donc la démarche est vraiment de choisir l'expert, d'obtenir une proposition commerciale de l'expert, de la déposer sur la plateforme de BPI, donc déposer la demande en ligne complétée, et BPI viendra étudier la demande. Le montant maximal de la prestation doit être de 25 000 euros et si l'entreprise bénéficiaire est chef de file, donc est coordinateur du consortium, sinon c'est 5 000 euros pour si l'entreprise qui demande l'aide est partenaire du consortium. Et BPI France prendra encore une fois en charge 50% du coût de la prestation. Donc voilà, vous avez également les liens pour avoir toutes les informations complémentaires sur ces diagnostics proposés par BPI France. Et globalement, on vous encourage aussi à vous rapprocher de vos régions, de vos agences régionales, puisqu'il y a aussi voilà, un certain nombre de choses qui existent en région. Donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner aussi régionalement sur ce qu'il existe et sur ce que vous pouvez activer. Et sans plus attendre, nous allons accueillir notre guest star. Donc nous allons accueillir, l'IRT Jules Verne, donc Marie Weiss qui a accepté de témoigner, de nous faire un retour d'expérience, qui est responsable du pôle Europe, au sein de l'IRT, Jules Verne depuis un certain nombre, d'années. Et je laisserai Marie donc présenter l'IRT, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment une chance, aujourd'hui d'avoir Marie qui témoigne puisque, Marie a mis en place, au sein de l'IRT une véritable démarche proactive de constitution de réseaux européens, qui porte, ses fruits un petit peu plus chaque année. Donc et qui va nous faire donc un retour d'expérience sur ce qu'elle a mis en place. Voilà, qui va, pouvoir nous donner, les conseils, à la fois les pièges à éviter. Et donc je laisse la parole à Marie que je remercie aussi au passage, très chaleureusement. Marie, je te laisse prendre la main du coup sur, ce que Oui. tu souhaitais présenter. Alors, je vais du coup partager mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez mes slides? Oui. Oui, c'est bon. Ok, bon bah merci déjà Julie et Marie-Christine pour cette première heure très exhaustive et je pense avec beaucoup d'idées. Merci de m'avoir invitée à témoigner aujourd'hui. J'espère que voilà, ce que je vais pouvoir vous dire pourra vous inspirer ou vous donner pareil d'autres idées complémentaires. Alors ma présentation, je l'ai voulu un peu plus informelle et enfin vous verrez, c'est plus des conseils au jour le jour, quoi. Donc du coup, bah, avant tout, je me présente. Donc, je m'appelle Marie Weiss. Je suis responsable du pôle Europe à l'Institut de recherche technologique Jules Verne. Et donc, j'ai intégré cet institut de recherche il y a maintenant 9 ans.
sachant qu'on existe depuis 10 ans. Donc, à l'époque, on n'avait aucun projet européen. On était au tout début voilà, de la création de l'Institut et on était 40 personnes. Et aujourd'hui, on est 130, 10 ans après, et on a 18 projets européens. Donc voilà, j'ai eu la chance, en tout cas, on m'a donné la confiance et la liberté de monter la cellule Europe de l'IRT Jules Verne 4 ans après mon arrivée. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se réjouit des résultats qu'on a eus, en tout cas cette année. Il y a des années avec, des années sans, mais en tout cas pourvu que ça dure. Donc voilà, je vais essayer, tant que faire se peut, de vous donner un peu voilà, mon retour d'expérience. Donc au niveau de ma présentation, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est l'IRT Jules Verne. Ça vous permettra de mieux contextualiser mes propos. Focus sur la cellule Europe, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre mission, enfin, je pense que c'est un peu du classique là-dessus. Et puis ensuite, un peu des tips and tricks pour développer son réseau. En tout cas, moi, ce qui me semble important pour se faire une place et pour être dans les consortia gagnants et aussi inviter les meilleurs quand on coordonne. Et puis en dernier, je vous présenterai, je vous ai fait des screenshots d'outils que j'ai mis en place. Alors, pas que pour développer son réseau, mais aussi s'organiser dans la sélection des calls et tout. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera. Donc l'IRT Jules Verne, donc on est un des 8 instituts de recherche technologique qui existent en France et on est dédié à l'advanced manufacturing. On est basé à Nantes et on a eu la chance de déménager après effectivement 9 ans passés dans des technocampus pas loin d'ici. On a emménagé dans un tout nouveau bâtiment, on s'en réjouit et en tout cas ça permet de bien développer les échanges entre les collaborateurs et c'est très bien. Quand je vous dis Advanced Manufacturing, on travaille principalement sur 4 filières, donc l'aéronautique, la navale, l'automobile, transport terrestre et les énergies marines renouvelables. Rapidement, en termes de key figures, donc aujourd'hui, on a une centaine de projets de R&D et ces projets-là, c'est principalement des projets financés par le programme Investissement d'avenir qui représente plus de 200 millions d'euros. Et je vous le disais en introduction, on a aujourd'hui 18 projets européens qui représentent 8 millions d'euros. On est 130 employés, donc on est relativement petit, hein. Et puis, on travaille beaucoup avec nos membres. Voilà, on fait du partenariat public-privé avec nos membres industriels, nos membres académiques, les PME. Et donc, voilà, ça génère en moyenne 25 millions d'euros d'activité par an. Et puis, on dépose des brevets, donc on en a un peu plus d'une cinquantaine à notre actif aujourd'hui. Et rapidement, sur les technologies donc, sur lesquelles on travaille, on va travailler sur tout ce qui est formage et préformage composite et métallique. On travaille du coup sur l'assemblage métal, 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 composite, 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 et l'assemblage aussi des structures et des systèmes, des grandes pièces larges, vous imaginez, pour tout ce qui est industrie aéro ou navale. On travaille sur la fabrication additive, et puis tout ce qui est robotique aussi. On a une équipe qui est assez active au niveau des projets européens en robotique, donc sur tout ce qui est mobilité dans l'usine, flexibilité, agilité, voilà, process flexible et intelligent, reconfiguration. Donc, je vous le disais, on travaille beaucoup avec nos partenaires industriels et ça va être un point important pour les projets européens. Je vous en reparlerai tout à l'heure, mais moi, j'ai quand même la sensation que ça nous a aussi aidé, voilà, d'aller chercher des partenaires européens bien forts, avec des partenaires ancrés en local ou au national. Ça permet, voilà, de créer des petits use cases qui finalement rendent service à tout le monde. Donc, voilà, je ne les citerai pas tous, vous voyez les logos là. Mais voilà, les différentes filières et les membres avec lesquels on travaille. Du coup, au niveau de la cellule Europe, de l'IRT Jules Verne. Donc, on a 3 principaux objectifs qui sont classés dans cet ordre-là, et j'insiste. Donc, le premier, c'est de produire une activité technique de qualité, ça va sans dire, qui créera des actifs matériels et immatériels pour l'IRT Jules Verne. Voilà, ça, c'est vraiment notre leitmotiv. Ensuite, bien évidemment, ça nous permet de rayonner dans l'Europe de la recherche au sein de consortia d'excellence. Donc, il y a l'aspect un peu voilà, rayonnement, excellence, etc. Et ensuite,
on a tous un peu le même problème, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher des financements finalement. Et nous, ça vise aussi notre stratégie de diversification des financements. Donc voilà pour les objectifs européens. Ensuite, donc, pour revenir à la cellule Europe de l'IRT Jules Verne à proprement parler, donc je vous le disais, elle a été créée en 2017. Aujourd'hui, on est 5 personnes et on a 5 missions quotidiennes différentes que vous voyez sur cette slide. Donc notre rôle, tout d'abord, c'est d'identifier les calls, les appels à projets pertinents, de les shortlister. Ensuite, c'est d'initier et de construire des propositions compétitives avec nos partenaires, donc aller à la recherche de partenaires pour rédiger des propals finalement et les déposer à la deadline. Une fois que les projets sont évalués, alors beaucoup sont refusés, certains sont effectivement validés, donc là on les gère correctement avec les règles en vigueur et Dieu sait qu'il y en a pas mal. Par la même occasion, et là c'est le petit logo avec la cible que vous voyez, on a aussi ce rôle d'aider finalement les services internes à Jules Verne qui ne connaissent pas forcément les règles ou qui s'y sont pas intéressés, que ce soit la com, la direction financière, les achats, parce que voilà, il peut y avoir des règles un peu particulières. Et enfin, un peu de alors lobbying, c'est un bien grand mot, hein, c'est pas ce qu'on fait, mais en tout cas, on essaye tant que faire se peut de promouvoir nos intérêts dans des organisations, associations, un peu d'influence pour voilà, s'assurer que nos thématiques se retrouvent quand même dans ce qui est décidé à Bruxelles. Au niveau des financements, donc je vous le disais, on existe depuis 2012. Notre premier projet européen est arrivé en 2014. Et donc là, ce graphe que vous voyez représente les financements que nous avons obtenus par an jusqu'à cette année en cumulé. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a 8 millions d'euros de subventions européennes. Et j'aime quand même bien ce graphe. Vous voyez que j'ai quand même tracé les tangentes et on se rend compte quand même qu'il y a quand même un changement de dynamique assez clair pour moi au moment de la création de la cellule Europe. Donc c'était en août 2017, je me rappelle, je suis allée voir mon responsable en lui disant là, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi, parce que ça partait dans tous les sens, tout le monde s'en mêlait, on ne savait pas qui faisait quoi, c'était de l'opportunisme. Et voilà, et donc on a mis en place des ressources, une petite cellule, et là quand même on voit que ça a finalement porté ses fruits. Très rapidement, ça c'est nos projets européens en cours. J'aime bien ce tableau parce qu'il permet de les classer par thématique en ligne de l'IRT Jules Verne et par secteur en colonne dans lesquels on travaille. Et en fait, on se rend compte de quoi? Ça c'est une parenthèse, mais c'est que finalement les projets européens, ils nous aident aussi beaucoup à aller travailler sur d'autres secteurs. La santé, le nucléaire, l'agriculture, les biens de consommation. Donc c'est vrai que ça peut aussi être finalement un moyen pour se ressourcer et se diversifier. Pour finir la présentation de la cellule Europe, j'essaye tant que faire se peut, et Julie et Marie-Christine vous l'ont rappelé, d'être active dans les différentes instances qui existent au niveau national, que ce soit les différents GTN, PCN. Je suis effectivement Relais Horizon Europe. J'avais participé aussi à un plan d'action national au PFAFE et j'avais représenté les 8 IRT. Et au niveau régional, voilà, il faut s'inscrire dans ces démarches-là, rester dans les réseaux, participer, être dans la boucle. Alors, on ne peut pas toujours y aller, mais en tout cas, ça fait de l'info, ça crée de la dynamique et c'est important. Donc, voilà pour en ce qui me concerne. On a parlé aussi d'associations scientifiques d'influence qui, derrière, ont bien souvent des partnerships qu'à négocier. Donc, on parle de l'EFRA. Donc, nous, on est bien évidemment dedans. On est aussi dans Waterborne pour la filière maritime qui a maintenant son partnership transport naval dans le cluster 5. Et voilà, Additive Manufacturing Platform et Eurobotics et Ross. Donc ça, on essaye aussi de participer à ces réunions. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes personnes. Et c'est un bon moyen de se faire des amis. Alors, je passe maintenant à la troisième partie de ma présentation, donc les tips and tricks pour développer son réseau. Alors, j'aime bien cette photo qui finalement illustre un peu un moment informel qu'on a eu pas plus tard qu'au mois de juin.
En fait, on allait visiter TNO, qui est un gros centre de recherche néerlandais. Et en fait, il y avait une pluie battante entre la bouche de métro et le labo de robotique, le Robo House qu'on était allé visiter. On est arrivé, on était complètement trempés, enfin, tous les passeports, enfin bref. Et puis du coup, ils nous ont filé un t-shirt. Et puis du coup, on est allé manger un bout pour se réchauffer, enfin bref. Et au final, ça paraît insignifiant et un peu galère sur le moment. Mais ça crée des souvenirs, ça crée des histoires, et c'est comme ça qu'en fait, on se crée des amis. Et c'est la deuxième fois que j'emploie ce terme qui va être finalement assez important, qui va driver, je pense, un peu ma présentation. C'est qu'en fait, quand on quand on veut monter des projets européens et se faire connaître et reconnaître auprès de partenaires, il faut se créer des amis. Et c'est comme quand on arrive dans une nouvelle ville, par exemple, et puis qu'on n'a pas d'amis, bah, on sort, on s'inscrit dans des clubs, voilà, on essaie d'aller au resto, de rencontrer des gens. Donc c'est un peu le même principe, en tout cas pour créer des relations durables, à mon sens, et surtout de confiance. Alors, en intro de ce que je vais présenter, déjà, je mets un petit bémol. C'est un truc qui a fonctionné pour Jules Verne. C'est pas dit que ça fonctionnera pour tout le monde, et c'est sûr que non. Mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a certains trucs qui seront intéressants, d'autres qui vont peut-être vous donner d'autres idées. Donc, il faut adapter ça à chaque entité en fonction de la taille, de vos activités, etc. Il faut bien évidemment, en préalable, s'imprégner de tous les outils, événements et plateformes institutionnelles qui ont été présentés juste avant par Julie et Marie-Christine. C'est vraiment un préalable, et ça vient en plus. Et donc, du coup, bah, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de se faire embarquer, mais pas par n'importe qui, hein, parce que c'est se faire embarquer par des consortia gagnants quand on est partenaire. Et quand on est coordinateur, l'idée, c'est d'embarquer des partenaires excellents. Donc, comment faire pour cela? Pour moi, il y a quand même des prérequis qui, sans ça, je pense que ça ne peut pas fonctionner. Donc, pour moi, il faut avoir des ressources dédiées. Ressources dédiées, ça veut dire quoi? Ça veut dire des ressources humaines, pas forcément à temps plein, mais en tout cas une personne identifiée avec une petite mission qui va s'occuper des projets européens. Parce que bien souvent, dans des entreprises, des institutions, on ne sait pas trop qui s'en occupe ou comment on s'en occupe, et du coup, ça crée de la confusion. En tout cas, c'était au début, chez Jules Verne, c'était un peu ce cas-là. Et des personnes humaines, ça va sentir, mais des personnes motivées et avenantes. Donc voilà, il faut avoir aussi un certain caractère, aimer le contact et aller à la rencontre, qui plus est, de personnes étrangères. Et ressources, ça veut dire aussi frais de mission dédiés, parce que bien souvent, bah, c'est hors projet, donc il faut quand même avoir un petit budget annuel. Voilà. Volonté et confiance de la hiérarchie, ça aussi, c'est important. Si finalement on vous met des bâtons dans les roues et puis que ça sert à rien et qu'on n'a pas envie, bah, on ne pourra rien faire, hein. C'est vrai que ça aide quand même beaucoup. Et puis je vous le disais aussi, nous, ce qui nous a aidé, je pense, c'est le lien fort avec les industriels qui nous permet, bah, dans le cluster 4 où les use cases en Innovation Action, mais aussi en RIA sont demandés, sont fortement appréciés, bah, ça aide, voilà, de pouvoir construire des use cases et des développements techno ciblés sur des problématiques vraiment réelles. Du coup, comment développer son réseau? Moi, j'ai essayé de tourner ça un peu autour de 3 thématiques. Donc, se faire connaître et reconnaître. Donc, ça, c'est au début. Et tout est une question de personne. Être bien vu. Et si vous êtes bien vu, les gens auront normalement envie de travailler avec vous. Et ensuite, être organisé pour que ça suive avec des outils qui simplifient la vie. Parce que bah, ça aide toujours. Donc, se faire connaître et reconnaître. Encore une fois, Julie, Marie-Christine ont présenté pas mal d'événements. Il faut y aller. Les brokerages, c'est quand même un endroit où on rencontre pas mal de gens. Par contre, il faut y aller, mais il faut y participer activement. Voilà, il ne s'agit pas d'être au fond de la salle, d'écouter le truc, de prendre son train et de rentrer à la maison. Non. Et il faut se forcer. Il faut, dès qu'on a une petite question qui nous tarabuste, la poser, oser finalement se mettre en avant. Échanger au café, aller rencontrer des gens. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident, et c'est pour ça que je vous parlais aussi d'une personnalité qu'il faut avoir pour aller de l'avant. Systématiquement présenter des pitchs quand c'est possible, ça vous donne une meilleure visibilité.
Ensuite, ce qui fonctionne bien pour se faire des amis, c'est de multiplier la participation aux événements conviviaux. Donc, proposer des déjeuners, des dîners. Ah bah tiens, il y a une pause, plutôt que d'aller se manger un sandwich tout seul sur un banc, et bah, proposer à un tel d'aller au resto, tout de suite, ça crée des liens, on échange, ça nous enrichit et ça crée du lien. Se forcer, même quand on est fatigué. Quand il y a un dîner, qu'on en a plein la casquette, mal à la tête, il est 20 h, on n'a qu'une envie, c'est de rester à la chambre d'hôtel, appeler ses proches et puis se reposer tranquille, et ben, il faut se forcer. Puis après, on ne regrette pas parce que finalement, ça se passe bien et souvent, les gens sont quand même très sympas et tout ça. Mais c'est ça qui va créer du lien, qui va faire que derrière, on va vous apprécier, on va vous rappeler. Et derrière, bien évidemment que techniquement et scientifiquement, il faudra suivre, il faudra être exemplaire. Mais en tout cas, ça facilite et ça donne envie de travailler avec vous. Alors, troisième idée, aller rendre visite aux partenaires. Donc, on parle de visite bilatérale. Nous, on en a fait sur le tard, mais je me rends compte que c'est vachement fructueux quand on appelle un partenaire qu'on a identifié, qu'on a peut-être vu une seule fois et qui nous semble être le partenaire idéal, qui bosse sur les mêmes thématiques que nous, lui dire, bah écoute, est-ce que je peux venir te rendre visite? Est-ce que tu peux me prévoir une petite visite des ateliers? Et ça, pour moi, ça marche beaucoup parce que les gens sont contents qu'on aille les voir. Ça crée finalement des moments d'échange privilégiés où finalement on a quand même le temps de se parler et d'échanger. Faut y aller avec la shortlist des calls de l'année prochaine. Là, c'est le bon moment. Novembre, décembre, on a les drafts déjà depuis plusieurs mois. Donc voilà, les visites bilatérales, moi je trouve ça bien. Et puis profiter des meetings de projets en cours, si vous avez déjà des projets, pour faire des réunions dédiées au montage. Ensuite, pour se faire connaître et reconnaître, les filles l'ont évoqué également, demander l'aide de la com. Donc là, voilà, faut qu'ils nous aident et ils sont là pour ça. Avoir un site internet en anglais avec une page dédiée au projet européen, ça paraît assez naturel quand je l'ai dit, mais il y a encore quelques années de ça, Jules Verne n'avait pas de site internet en anglais. Et donc moi, je me suis battue, je n'ai eu de cesse que de le répéter, que le premier truc qu'un partenaire allemand, espagnol, que sais-je, en plus, nous, on ne nous connaissait pas. Alors, si vous bossez au CEA, au CNRS, les gens vous connaissent en général. Mais quand on ne vous connaît pas, eh ben, Google est ton ami. Et là, on arrive sur le site web. Et si tout est en français, bah, c'est même pas la peine. Il ferme la page. Bref. Promotion sur les réseaux sociaux, on en a parlé. En anglais, pareil, les coms, souvent, ils font des coms en français ou alors en bilingue. Mais quand c'est vrai qu'en plus, ça touche des projets européens, c'est très important. Les communiqués de presse, voilà, on peut en faire. Les vidéos, les interviews des partenaires quand ils vous visitent. Les interviewer, ça les met en valeur, ils sont contents. Ensuite, on poste, ça fait du lien. Leur institution repose derrière. Donc voilà. Autre chose, nous, des fois, on organise un peu des événements internes. Ça peut être des inaugurations d'équipements ou des journées portes ouvertes. Et ben moi, du coup, j'envoie à la com la liste de, allez, 8 ou 10 partenaires privilégiés en Europe avec lesquels je travaille, que j'aimerais qu'ils soient invités. Voilà. Donc la com, il faut quand même les solliciter et après, ils prennent le relais et ils nous rendent service et vice-versa. Bon, là, j'ai mis quelques exemples voilà, de posts qui ont été faits et d'événements qui ont été du coup repartagés. Alors personnellement, je suis surtout active sur LinkedIn, pas trop sur Twitter, mais bon, ça marche pas trop mal. Ensuite, être bien vu. Alors, être bien vu dans le sens être visible, mais aussi être apprécié. Donc, par exemple, quand vous avez finalement trouvé un consortium, que vous êtes en phase de montage, il faut voilà, participer activement. Donc, il faut prendre la parole. Il faut proposer des idées. Il ne s'agit pas d'attendre et que les autres fassent le boulot. Et finalement, si les gens, on les aide, bah, c'est comme ça que ça se passe normalement, ils seront contents, ils vous rappelleront. Mettre sa vidéo dans les calls. Alors, c'est vrai que des fois, on n'a pas envie, on est en télétravail, on a une sale gueule, mais c'est humain. Donc moi, c'est vrai que tant que faire se peut, j'essaye d'activer ma vidéo parce que du coup, ils se disent, ah oui, c'est Marie de Jules Verne, machin. Voilà. Être force de proposition, je l'ai dit, dans les constructions, les work packages, bah tiens, est-ce que là, il ne faudrait pas qu'on réorganise les work packages parce que moi, j'ai l'impression que, enfin voilà.
Et un autre truc aussi que moi j'aime bien, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, j'essaye d'être, dans la mesure du possible, transparente. Donc partager des infos un peu off. Dire, ah bah j'ai entendu dire que un tel montait un projet. Je crois que quand on a aussi des infos un peu voilà, de positionnement ou de résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les met dans la confidence. Si on les met dans la confidence, c'est qu'on a confiance en eux et du coup, ensuite, ce sera réciproque. Donc voilà. Autre exemple, quand finalement, des fois, il nous arrive d'être en montage sur 2 propales concurrentes sur le même topic. Il y en a qui font ça, tout le monde le fait. Nous, on le fait aussi, on s'est fixé un certain nombre de règles à respecter pour que ça se passe correctement. Il faut bien évidemment le faire en toute transparence. Voilà. Donc la transparence, pour moi, donne la confiance et donc le partenariat. Il faut bien évidemment être exemplaire dans les projets européens déjà en cours si vous en avez, bien faire son travail. Bon, je suis désolée, mais ça paraît, mais voilà, le faire très correctement. Toujours répondre aux sollicitations, les mails, les relances. Être diplomate mais collaboratif. Des fois, c'est pas évident, mais on s'y attelle. Et puis, alors un truc, moi, que je fais aussi, c'est que je propose systématiquement de recevoir, d'accueillir un meeting périodique. Vous savez, souvent, il y a des meetings tous les 6 mois, des assemblées générales des projets qui sont obligatoires. Et du coup, bah, souvent, moi, je dis, bah oui, nous, on est volontaires pour accueillir. Donc, les gens, du coup, ils viennent vous voir. Du coup, ils voient vos installations. Ça permet de, encore une fois, je vois, donc j'existe. Enfin, ça donne de l'existence à la personne, à l'institution. On réserve un bon resto. On propose une visite de la ville, on est en France, les gens ils sont contents, la nourriture française, etc. Et je vous donne un exemple, donc un projet Ramsès, c'est un projet naval d'envergure qui s'est clôturé l'année dernière. On était à moitié en fin de période de Covid, on avait le droit de se déplacer, mais les gens étaient encore un peu frileux. Et puis le partenaire italien qui devait accueillir le meeting final du projet, a abandonné à la dernière minute euh, pour X raisons. Et bah du coup, c'était annulé, tout le monde devait faire la conférence finale en visio et on était tous mais déçus et vraiment tristes de ne pas pouvoir se revoir une dernière fois. Bah, du coup, j'ai pris l'initiative, j'en ai parlé en interne, on m'a dit oui Marie, il n'y a pas de problème. J'ai appelé le coordinateur, on a refait une passe, j'ai dit je peux vous accueillir avec les mesures en vigueur sanitaires, blablabla. Et du coup, eh ben, 3 semaines avant, on a mis ça en place. Ils étaient ravis comme tout de se revoir, de venir en France, de faire un meeting final d'un projet. J'ai eu la chance aussi d'avoir des supports en interne pour pouvoir le faire. Mais voilà, c'est un exemple qui fait que, OK, les gens sont motivés, les gens sont force de proposition. On les rappellera pour les prochains montages. Et puis je finis ma présentation sur être organisé, parce que quand même, voilà, ça aide. Il faut un peu d'outils pour organiser toutes nos idées, tous nos partenariats, aller à la pêche aux partenaires. Bon, pour se simplifier la vie, par contre, attention, c'est pas pour s'alourdir la tâche, c'est pas pour voilà, faire des process internes qui nous freinent. Je vous donne un exemple. Au début, quand on a commencé à avoir pas mal de projets européens, on a commencé à me dire, ah mais Marie, il faudrait valider les projets en comité de direction, conseil. Je dis, attendez, enfin, des fois, il y a des timings qui ne nous permettent pas de faire ça. Et donc, il faut rester souple. Voilà. Donc, nous, on a mis du coup un process macro qui permet aux équipes d'anticiper et de bien caler les étapes principales du montage avant la deadline dans le temps. Le timing, vous le savez, il est important. Minimum 3 mois avant la deadline quand on est en tant que partenaire et un peu plus si on est coordinateur. Et je voulais vous parler de l'efficacité du one-pager. Donc ça, il n'y a pas de secret. En fait, c'est quoi? C'est on a repéré un topic, on a une idée à proposer en tant que partenaire ou work package leader, peu importe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste une slide et une seule, hein, ça c'est très important, avec le nom du topic, ce que la Commission européenne demande et ce que nous, on propose. Et ça fait un PDF
Et c'est un document qui peut être public, hein, j'insiste, c'est important pour la confidentialité, qu'il n'y ait pas de problème de pays. Et ensuite, c'est un outil en fait qu'on va pouvoir distribuer au brokerage, envoyer à nos partenaires. Ça montre quoi? Ça montre qu'on a des idées, ça montre qu'on est organisé, qu'on est capable de structurer les choses et que pour le montage, voilà, on pourra aussi aider, on sera un partenaire sérieux. Donc ça, c'est un petit outil, nous, qu'on utilise. Et d'ailleurs, je ne sais plus à quel brokerage j'étais. Je sais plus si c'était à Strasbourg ou quoi. Et un jour, j'en avais parlé. Il y avait un commissaire qui était là et qui avait vu le truc. Il avait dit, ah, it's a very good idea. Du coup, je pense que voilà, ça fonctionne bien, c'est simple et efficace. Et donc, n'hésitez pas. Je vous montrerai tout à l'heure un imprimé écran de l'outil. Et la dernière slide concernant le fait d'être organisé. Il faut bien évidemment partager les infos en interne. Voilà, il y a du travail en interne, il y a des gens qui n'aiment pas trop les projets européens, d'autres qui trouvent que c'est compliqué, d'autres qui s'en foutent, d'autres qui au contraire adorent ça et ne demandent qu'une chose, c'est de bosser dessus. Donc voilà, il faut partager des outils pour avoir tous le même niveau d'infos. Il faut aussi, en tout cas chez nous, c'était vrai, et c'est peut-être encore un peu vrai, vulgariser, démocratiser les projets européens et puis surtout démystifier le truc, quoi. Parce que souvent, ah, c'est compliqué, ah, machin. Oui, mais non, en fait, quand on connaît les règles et qu'on est organisé, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Donc, du coup, nous, on a mis en place, et je vous montrerai tout à l'heure, un guide IKEA un peu sur le mode comment monter un meuble IKEA en mode simple, comment monter un projet européen. Voilà, simplifier la vie des chercheurs, ça, on le sait tous. Ils apprécient beaucoup quand on les aide et que la vie est simple pour eux. Et je vous donne encore un exemple de simplification. Donc, vous savez qu'il faut bien évidemment enregistrer les temps quand on a des projets en cours pour pouvoir ensuite justifier des coûts de personnel dans les projets. Et donc, on a, nous, un système SAP, enfin, d'enregistrement en ligne où ils pointent tous les mois par work package et par projet et par jour. Et puis, on avait mis au tout début du lancement de cet outil-là, on avait mis un commentaire obligatoire. Chaque heure qui pointait, il devait commenter obligatoirement réunion avec TNO. J'ai assisté à la conférence, machin. Et en fait, c'était quand même vachement fastidieux. Et je me suis rendu compte en fouillant quand même dans les docs et tout que ça n'était pas obligatoirement nécessaire et qu'en fait, on faisait un peu du zèle, parce qu'à partir du moment où on a un système daté, signé, enregistré précisément, les commentaires en plus n'étaient pas obligatoires. Du coup, on l'a supprimé, ce truc-là. Et du coup, ils étaient tous contents, ça leur a allégé la charge. Mais c'est pour dire que voilà, faut pas non plus se compliquer la vie quand il n'y a pas besoin. Et du coup, je vais finir ma presse par des screenshots d'outils donc on a mis en place, que je viens de vous présenter, et qu'on améliore tous les ans, parce qu'on est en amélioration continue. Donc ça, c'est notre process de montage de projets européens. On l'appelle le bit no bit process. Voilà, donc il commence à gauche, donc on essaye d'influencer tant que faire se peut l'écriture des work programmes. Ensuite, on collecte les drafts, on les analyse, on les priorise. Ensuite, ça passe à la direction de la recherche. Ils font leur shortlist, ils font leur concept notes, ils font les one-pagers et ensuite on construit les consortia. Donc voilà, ça c'est un peu un espèce de schéma macro, mais qu'on partage tous. Et puis, vous voyez que la sollicitation des PCN et leur participation au GTN, pour moi, elle est essentielle, notamment dans la phase un peu amont de cette identification. Ensuite, des fois, on ne sait jamais trop qui fait quoi. Entre la cellule Europe, le chercheur, le gestionnaire, le chargé de projet. Bon, du coup, nous, on a mis en place une matrice RACI. Enfin, il n'y a pas rien d'exceptionnel là-dedans, mais qui réalise, qui a l'autorité, qui contribue, qui est informé. Voilà, et dans les différentes phases, lobbying, positionnement, montage, etc. Alors, ça, c'est un autre exemple d'un outil qu'on a mis en place, c'est le tableau des montages et des positionnements. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on utilise tous les jours. Moi, il est limite ouvert en permanence. D'ailleurs, on me demande tout le temps, Marie, ferme-le, parce que j'ai des trucs à faire. Donc, c'est partagé sur le réseau. Donc, en fait, la première colonne, c'est le call, la référence. La deuxième colonne, c'est le titre. Souvent, on fait les liens vers les topics, comme ça, les chercheurs n'ont plus qu'à cliquer et ça ouvre la page Internet quand, en tout cas, le call est publié. Cette année, on a même rajouté une troisième colonne qui est en fait un mini résumé en 5 lignes de ce que c'est que ce topic-là. Qu'est-ce que ça demande, de quoi ça traite.
Ensuite, on a finalement, les carrés bleus que vous voyez, c'est nos 5 équipes de recherche. C'est qui veut se positionner sur quoi. Alors, plutôt vert, ça veut dire priorité 1, plutôt jaune, priorité 2, et gris, c'est non pas intéressé. Donc, du coup, ils font leur marché comme ça, ils vérifient, ils mettent leur positionnement. Ensuite, on sait exactement qui veut aller sur quel call. Et puis, on leur met quand même des infos du budget par topic, du nombre de projets qui seront financés par topic, parce que ça donne quand même une idée de la concurrence, hein. La deadline. Et puis ensuite, sur la partie de droite, ça va être toutes les pistes dont on va entendre parler, sur lesquelles on pourrait aller. Donc, en fait, chaque piste est un potentiel dépôt de projet. Donc, voilà, j'ai croisé Bidule Chouette à Strasbourg. Il m'a dit qu'il allait probablement être coordinateur sur ce topic. Et bah hop, je le note. C'est pas dit que je vais le monter avec lui, mais en tout cas, j'ai l'info. Piste B, le roboticien, son ex-labo, quand il était PhD, ils veulent bien bosser avec nous dans ce domaine. Donc, tac, je le note. Et ensuite, après, on recontacte les gens. Mais c'est important de tracer toutes ces infos parce que des fois, en fait, on oublie, il y a tellement de topics, tellement de partenaires et de possibilités. Donc, du coup, là, ça te permet quand même de partager l'info et en tout cas, nous, ça nous aide au quotidien. Un autre exemple d'outil, c'est le one-pager de positionnement dont je vous ai parlé. On indique, donc ça c'est le one-pager qui va nous permettre d'aller à la recherche de partenaires et surtout à la recherche de coordinateurs quand on veut se positionner en tant que partenaire en tout cas, avec donc le titre, la référence du topic qu'on a identifié, le titre, notre idée. Voilà, qu'est-ce que nous on proposerait de faire dans ce topic qui couvrira qu'une toute petite partie du topic, peut-être une tâche, peut-être un work package, mais en tout cas, voilà ce qu'on a comme idée. Notre background, si on a des équipements, des idées, des projets, qu'est-ce qu'on propose et qui est innovant et qui fera la différence, et les outcomes derrière que ça générera, parce que vous savez que l'impact, c'est très important, surtout dans les IA. Et puis ensuite, on remet 2-3 contacts, un petit résumé sur qui on est, un lien YouTube, voilà, sur une vidéo de présentation. Et c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Donc moi, je vous encourage à utiliser ces one-pagers dans les montages. Donc notre fameux guide IKEA, donc c'est la com et moi, on s'est bien amusé. C'est un peu, voilà, donc besoin d'un document pour monter votre projet européen, tout est ici. Et donc si on a un problème, on n'est pas tout seul, on appelle la cellule Europe. Et du coup, voilà, c'est l'endroit où finalement on va trouver la boîte à outils, la boîte à idées, tout plein d'outils pour monter un projet. Et voilà, l'idée c'était que voilà, ça se veut un peu simple, comme un montage d'un meuble Ikea. En tout cas, tout est au même endroit et les chercheurs étaient contents d'avoir accès à ce truc-là. Et enfin, ça c'est ni plus ni moins qu'un planning, hein. Je pense qu'on a un peu tous en tête aussi ces deadlines-là, mais on sait que pour 2023, il y a une grosse deadline, en tout cas pour le cluster 4 sur le 20 avril 2023. Voilà, du coup, il faut se dire qu'avant ça, il faut avoir analysé les drafts, il faut avoir fait les shortlists, priorisé, validé, fait les one-pagers, rechercher les consortia, donc participer aux événements, et ça donne un peu un timing, voilà, pour les prochains mois et il faut toujours être dans l'anticipation du coup. Voilà, et ma dernière slide, et après j'en aurai fini, c'est que il y a plein de reste à faire de notre côté. Croyez pas que tout roule et que tout c'est tout rose, hein, c'est pas vrai. On est en amélioration continue, on essaye toujours finalement d'améliorer ce qui fonctionne bien mais qui pourrait fonctionner encore mieux, de changer ce qui fonctionne mal. Donc il faut de notre côté améliorer notre communication interne ciblée pour encourager les idées innovantes, faire plus de sensibilisation, je pense. Il faut qu'on fasse plus de visites dédiées parce que c'est très apprécié, je vous le disais. Ça renforce le lien, la confiance mutuelle, que très important à développer, à adapter. Professionnalisation dans les coordinations, parce que du coup, nous, sur les 18 projets européens qu'on a en cours, il n'y en a qu'un seul en coordo, c'est notre premier, mais du coup, on va en monter davantage et là-dessus, il faut qu'on s'améliore et c'est un challenge à venir. Il faut être à la hauteur de ce nouvel exercice pour continuer finalement d'entretenir les bonnes relations avec nos partenaires. Et voilà, et la liste, elle est longue, mais voilà, j'avais que 20 minutes et je crois que j'en ai pris un peu plus, donc je m'arrête là.
et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Puis au cas où voilà, vous n'avez pas compris le message, je vous ai remis une image voilà, qui j'espère pourra voilà, vous inspirer pour développer votre réseau au niveau européen pour monter des projets Horizon Europe. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup. Et puis, je pense que, je vais te remercier aussi pour la transparence de ton approche parce que, voilà, je pense que tu as été très pragmatique, très, très concrète. Et c'est vrai que vous êtes vraiment dans une démarche hyper proactive. Et du coup, vous avez eu un certain nombre de projets aussi. Donc, vous avez quand même récolté aussi les fruits de tout ce travail. Et je trouve que c'est très intéressant aussi de montrer les outils, même si ça peut sembler basique, parce que nous aussi, on a évoqué aussi des choses très, très basiques au début d'atelier, mais c'est vrai que ça fait des piqûres de rappel et ça pose un cadre et ça montre que, bon, les démarches opportunistes, c'est une chose, mais les démarches proactives, voilà, ça nécessite quand même un investissement, de se poser 5 minutes, de réfléchir et derrière, ça porte ses fruits. Donc voilà, c'était super intéressant et j'ai noté aussi, même si pareil, ça semble très basique, mais c'est quand même important de le rappeler. Tout ça, au final, c'est quand même de l'humain. Mm. C'est de l'humain avant tout. C'est matché avec des personnes. Donc, forcément, le lien humain, il se crée, il s'entretient et c'est pas que à travers des visios, des calls et des meetings, formels, quoi. C'est aussi, C'est vrai que le aller Covid boire un là-dessus, verre. il nous a pas aidés. Donc c'est vrai Ouais. que là, on essaye tout doucement de reprendre la dynamique des visites et des événements physiques parce que c'est vrai que sans se voir en vrai, c'est quand même plus compliqué, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est plus du tout la même dynamique. Donc, et voilà, donc merci pour tout ça. Bah, de rien, pas de souci. Et je ne sais pas si on a des questions, dans le chat pour Alors, Marie? il y en a une dans le chat et une dans le Slido. Marie, on avait, est-ce que le fait de candidater à plusieurs projets peut représenter un inconvénient ou est-ce que c'est recommandé? Euh, euh, Candidater à plusieurs projets, il faut le faire. Je pense que oui, vu que les taux de succès sont quand même assez faibles. Mais peut-être que la question, c'était candidater à plusieurs projets sur le même topic. Je sais pas. Ce n'est pas précisé, mais voilà, D'accord. je pense que ouais, par rapport à ce que tu avais Oui, dit moi avant. je pense qu'il Mm. faut multiplier les chances de succès. Et pour multiplier les chances de succès, il vaut mieux déposer, si vous avez une idée et que vous avez identifié, allez, 2 ou 3 topics dans lesquels cette idée pourrait rentrer, oui, il faut le faire. Par contre, j'espère pour vous que les 3 projets passeront. Il y a peu de chance, mais imaginons que ça passe. Il faut avoir proposé des idées complémentaires et différentes dans les 3 projets. Moi, oui, c'est plutôt quelque chose à faire. Merci Marie. Alors, il y a pas mal de félicitations. Oui, beaucoup, Voilà, beaucoup. beaucoup, Je pense que tu beaucoup. les as vus, Marie. Pourvu que ça dure, parce que je veux dire Brillant et les efficace, succès de Jules Verne, parce que c'est vrai que cette année, on a eu beaucoup de chance, mais voilà, il y a des années avec et des années sans, donc on verra en 2023. Il n'y a pas de raison. Et après, comme question, il y avait, pourriez-vous nous dire si vous avez déjà été audité par la Commission européenne sur la conduite de ces projets Alors, pour non, l'Europe? non, pas encore. Personnellement, avant de travailler à l'IRT Jules Verne, j'ai travaillé sur le FP7, FP6, entre autres à l'INRA, dans un CHU et au CNRS. Et à l'époque, le CNRS s'était fait auditer. Donc j'ai l'expérience de ces audits. Mais en tout cas, l'IRT Jules Verne, non. On ne s'est pas encore fait auditer. Mais moi, je l'ai tout le temps en tête. Et j'essaye, dès qu'on prend des décisions, de prendre les bonnes et de réfléchir, voilà, en cas d'audit, comment ils analyseront le truc, quelle est la bonne démarche. Donc, non, pas encore d'audit, mais bon, peut-être ça viendra, je ne sais pas. Et après, nous avons aussi, merci, est-ce que le Graal est d'être coordinateur puis leader de consortium? Alors, voilà. Je ne sais pas. Je sais pas. On a une autre question sur le Slido. Les scientifiques interviennent-ils dans l'identification des calls ou est-ce uniquement traité par la cellule Europe? Alors ça, c'est une très bonne question. Nous, on essaye
de leur faciliter la tâche. Parce que les drafts, si vous êtes dans la mailing list, vous les avez reçus, là, ils ont été renvoyés il y a quelques jours, c'est 400 pages. Donc, c'est quand même bien de présélectionner tout ça et de leur envoyer une longue liste, on va dire, pour que eux, ils puissent vraiment, avec leur œil de chercheurs, euh, faire une shortlist. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que nous, il y a des chercheurs qui nous disent, Marie, je suis quand même allée voir dans les 400 pages et j'ai trouvé un topic que tu n'avais pas identifié. Voilà. Donc, je dirais qu'il faut les aider, mais qu'il y a quand même une co-construction. Et d'ailleurs, moi, je suis ravie quand il y a un chercheur qui me dit, Marie, j'ai trouvé un topic que tu n'avais pas trouvé. C'est cool, ça veut dire que du coup, lui, il est allé fouiller, il a cherché dans le doc, il a su faire une recherche par mots-clés. Donc, il faut rester euh, assez large, hein, j'ai envie de dire, au début, en tout cas, quand on identifie les topics. Donc, parce que finalement, quand un chercheur a identifié 5 topics sur lesquels il pourrait proposer sa thématique, au final, il va avoir le temps de travailler que sur 4, et puis finalement, il va trouver que 2 coordinateurs. Voilà, et puis au final, bah, il y en a qu'un qui va passer. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même un peu ouais, multiplier, en tout cas, les ciblages de topics. Ok. Alors, on avait une question sur comment procède-t-on pour être relais Horizon Europe et quelles sont les activités spécifiques. Donc, comment procède-t-on? En fait, il y a tout simplement une liste, un formulaire à remplir avec les conditions. Et quelles sont les activités spécifiques? Je ne sais pas si Marie, tu veux donner un peu ton retour là-dessus, comme tu es relais Horizon Europe Industrie. Par rapport à voilà, comment tu peux, enfin voilà, si tu rediffuses les informations, comme on a un webinaire un café relais prévu tous les mois, enfin Ouais. voilà. Ouais, ça permet de créer un filtre, effectivement, parce qu'il y a certaines infos que vous nous envoyez, nous, qui finalement nous parlent et nous touchent, mais d'autres qui sont des informations qui ne sont pas forcément pertinentes pour toute la communauté scientifique. Donc ça permet de créer un filtre et de finalement redistribuer en interne, et puis en précisant un peu le message, en adaptant à la situation de chacun. Donc moi, je trouve ça bien. Euh, Ça permet, je pense, d'être plus efficace et de moins spammer aussi les boîtes mail des chercheurs. Oui. Oui, comme toujours, c'est la question. Et du coup, on avait encore une question par rapport à l'audit. Donc, merci pour le partage. Quels seraient les points d'attention lors d'un audit européen, au-delà de la bonne allocation des financements dépenses? Quand c'est un audit financier, c'est surtout les dépenses qui vérifient, hein, je pense. Ouais. Non? Donc Ils voilà, c'est vérifient les... principalement sur Ouais, le financement et dépenses. Oui, je balaye les questions. Je crois que c'est bon de mon côté. Il n'y en a pas d'autres sur Teams. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, encore un grand merci à toi, Marie, pour Merci ton Marie. retour d'expérience Merci. vraiment très, très utile. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je voulais quand même juste vous rappeler qu'on aura donc notre webinaire spécialement dédié aux appels donc, qui vont sortir, puisqu'on a mentionné plusieurs fois les drafts des programmes, mais les drafts des programmes donc, ont été communiqués aux membres des GTN, donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais les appels officiels vont paraître donc fin novembre, le 28 novembre. Je vous ai informé dans un slide des infodays de la Commission européenne où on va se focaliser sur les appels 2023 et de son côté, donc ça sera autour du 12 décembre. Et de son côté, le PCN Industrie organisera donc 2 webinaires dédiés. Un le 1er décembre. Le 1er décembre dans la matinée sur la destination 1 et un deuxième webinaire toujours le 1er décembre dans l'après-midi sur la destination 2 où là, on va vous présenter les différents appels qui vont sortir, donc les appels 2023-2024 industrie. Et sachez qu'on travaille également en lien avec nos collègues pour avoir des webinaires spécifiques qui touchent la communauté de l'industrie, mais en lien avec les clusters, les appels autres, cluster 5, etc. Ce sera le 9
Non, pardon, excusez-moi. Non, c'était Mathilde et j'allais donner pas une bonne information. Donc, je relaisse la parole, excusez-moi. Cluster Mathilde. 5, c'est le 15 normalement. Voilà, et sachez que pour tous ces webinaires, donc que ça soit les webinaires dédiés destination 1 et 2 industrie et les webinaires qu'on fera avec nos collègues, on vous transmettra dans tous les cas les invitations dédiées. Je crois qu'on a fait le tour. Il y avait... Julie, j'ai une dernière question qui est arrivée pour Marie. Je ne sais pas si Marie est là encore. C'était comment avez-vous pu justifier en interne d'un retour sur investissement à participer à EFRA ou Waterborne, car ces adhésions sont payantes? Et voilà, c'est toujours une question aussi intéressante. Je ne sais pas si Marie, tu es encore là et si tu souhaites Ouais, je suis répondre. encore là. Effectivement, c'est payant. Après, c'est genre 1 000 € par an. Effectivement, sur le retour sur investissement, il est difficilement quantifiable, je pense. Mais, mais je pense qu'il faut être quand même dans ces réseaux parce que c'est là qu'on rencontre les bonnes personnes. Mais le retour sur investissement direct, non, il est pas quantifiable. Mais quand on parle d'influence et d'excellence et de reconnaissance, je ne sais pas trop qu'est-ce qui pourrait être quantifiable. D'ailleurs, je crois que ma chef m'avait déjà posé cette question et, euh, et j'avais moi-même été un peu gênée pour répondre parce que non, ça peut être des partenariats qu'on lie et des projets qu'on monte derrière et des idées aussi qu'on fait passer dans les drafts des work programmes. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est difficilement les retombées directes sont difficilement quantifiables, je vous l'accorde. Ouais. Mm. Merci Marie. Et merci pour vos retours, Marie Weiss, encore marqué. Encore un grand merci Marie. Oh, Voilà. c'est trop gentil, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a essayé de couvrir un maximum de choses sur ce sujet, mais bon, sur les réseaux européens, je pense qu'on pourrait en parler pendant une journée entière. Donc, en tout cas, on espère que ça vous a apporté au moins des clés pour vous lancer dans des démarches proactives ou peaufiner des démarches proactives que vous avez déjà et aussi des idées très concrètes, notamment sur les outils que Marie a pu nous présenter aussi. Donc, un grand merci à tous et on vous enverra donc notre présentation. N'hésitez pas aussi s'il y avait des sujets que vous souhaitez nous faire remonter. Voilà, c'est avec grand plaisir qu'on peut aussi regarder en fonction de vos besoins ce qu'on peut faire. Et puis je crois que voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et on vous dit donc à très bientôt pour la suite de cette aventure Horizon Europe. Bonne fin de journée. Merci à Au tout le revoir, monde. à Au Au revoir. revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. C'était très bien, merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci à vous. Merci.